Bien le bonjour à vous, chers amis du matin. On est très heureux de vous accompagner jusqu'à 9h30, 1h30 durant, et bien avec un programme bien varié, puisque l'équipe de Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran a essayé de concocter un bon programme pour vous. J'espère qu'il répondra à vos attentes. Eh bien, on va commencer bien sûr par l'événement du mois, puisqu'il a été lancé hier par la direction de la santé et de la population d'Oran. Eh bien, c'est bien sûr l'Octobre Rose. On est tous là pour sensibiliser et pour être là pour parler et encore parler surtout de ce cancer qui ravage pratiquement beaucoup de femmes. Et bien sûr, on en parlera avec Dr Moukaran Ben Kennin Feiza. Alors elle est chef de service de la DSP et bien sûr accompagnée du grand professeur Chefi. On ne peut pas, il est incontournable en ce qui concerne ce sujet, donc on ne peut pas parler de ce sujet, parler du cancer de sein sans ramener professeur Chefi qui lui va nous expliquer, va nous donner beaucoup de renseignements et beaucoup d'informations sur ce cancer. Et bien sûr on parlera de la journée mondiale qui correspond avec le 2 octobre, c'est la journée mondiale de l'architecture. On parlera d'architecture avec monsieur Gilles El Tahraoui. Alors lui, il est architecte et professeur d'architecture à l'université Mohamed Boudiaf Usto d'Oran. Et bien sûr, on parlera de beauté puisque un grand événement qui s'est organisé, on va dire le dimanche passé, c'est la journée mondiale de la beauté qui correspond avec le 9 septembre. Ils l'ont fêté un petit peu en retard vu la conjoncture et vu aussi le grand événement des élections présidentielles. Et bien sûr, dernière ligne droite avec Nassim El-Andalous qui seront présents avec nous, qui vont nous parler de leur programme, de la formation, de l'initiation de jeunes à la musique andalouse. Et bien tout ça, aujourd'hui, j'espère que ce programme répondra à vos attentes. Et comme d'accoutumé, on a l'habitude de vous faire partager une très belle chanson tirée du terroir. Et bien sûr, on va dire une très belle chanson, Ish Hiyatek, l'Octobre Rose, pour les femmes. Ish Hiyatek. علاش تبكي وعلاش تخافي وهذا مرض راهو يتداوى شخصي مرضك وداوي وربي هو اللي شافي عيش حياتك ضيق بذاتك ما زالك وردة كيما كنتي تمتع بكل دقيقة في ياماتك ولو الدنيا لونيها وردي انتي الأم وانتي الزوجة انتي الجدة وانتي أختي الفرحة بك موجودة وتغيب لو انتي حزنتي
Voilà, Ishi Hiyatek, malgré les maladies, malgré les aléas de la vie, bien sûr, qui nous mènent à avoir quand même nul on va dire, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, tout simplement. Et puis, ce n'est plus quand même très très grave, le cancer du sein. L'essentiel, qu'on se rende compte prématurément, on va dire, suivre un bon traitement et le tour est joué. Donc on est là pour lutter contre cette maladie. Bien sûr, une campagne, un événement annuel mondial visant à sensibiliser justement au dépistage du cancer du sein. Et bien pour en savoir un peu plus sur ce sujet, on en parle chaque année, on en parle toute l'année, mais ce n'est pas suffisant. Et bien sûr, c'est Dr Mouqarane Benkenin Faiza. Alors elle est chef de service à la DSP. Bonjour. Bonjour à tous. Ça va? Ça va très bien. Vous allez bien? Ça va, très bien. Alhamdulillah. Merci beaucoup, Imen. Merci d'avoir accepté la nôtre. Merci pour l'invitation. Merci, vous n'êtes pas seul. Et comme galanterie oblige, donc on est obligé de présenter les femmes d'abord. Donc il y a avec nous M. Belkacem Chefi, professeur en gynéco. Il est là pour nous accompagner, comme à chaque année d'ailleurs. Quand on parle justement du cancer du sein, on ne peut pas contourner le professeur Chefi. Impossible. C'est gentil à vous, ça. Ben, c'est impossible, hein, franchement, entre nous. Hein. Quoi. Très bien. Alors, on parle justement, il y a eu un programme du lancement de sensibilisation, une campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. Donc, on aimerait bien en avoir, on va dire, en savoir un peu plus. Voilà. Donc déjà, c'est un plaisir de se retrouver avec vous en cette occasion. L'Octobre Rose, c'est l'événement habituel et accoutumé maintenant à Oran. C'est un événement qui vise à sensibiliser les femmes sur l'importance du dépistage précoce du cancer du sein et du col utérin. Aussi, il a pour objectif la prévention, c'est-à-dire à encourager les femmes c'est-à-dire encourager à avoir un mode de vie plus sain pour sa santé. Et puis aussi, il a pour objectif d'apporter d'être solidaire avec les femmes qui ont été touchées par cette maladie. Donc le cancer du sein, comme on le sait tous, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il est très répandu chez les femmes et surtout c'est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Mais aussi, il est à noter qu'il est parmi les cancers les plus traitables. C'est-à-dire quand il est pris à temps. Voilà, lorsqu'il est détecté précocement et c'est justement grâce au dépistage précoce. Très bien. Eh bien, parlez-nous un petit peu de cette campagne qui s'est lancée hier. Voilà, donc en référence, il y a eu le lancement officiel le 1er octobre. Hier, c'était lancé par monsieur le secrétaire général de la Wilaya au nom de monsieur le Wali. D'ailleurs, quand il y a à le remercier pour son soutien au secteur de la santé dans la Wilaya d'Oran. Et un programme qui a été lancé durant cet événement, qui a été tracé par la direction de santé de la Wilaya d'Oran, sous l'égide de monsieur le directeur de la santé de la Wilaya. C'est un programme très riche et qui vise à réussir cet événement, qui est représenté par... Donc il y a plusieurs activités. Donc il est représenté par des journées portes ouvertes qui seront organisées au sein de tous les établissements de santé de la Wilaya. Également, il y aura l'installation des stands de sensibilisation destinés à la population générale et qui seront installés au niveau des places publiques de la Wilaya, donc toutes les communes. Justement, j'allais vous poser la question, comment justement cette campagne a mis en place le programme de sensibilisation cette année? Voilà, donc c'est un programme très riche et qui va durer tout au long du mois d'octobre et qui va s'étaler durant toute l'année aussi dans le cadre du programme national. J'allais dire, en principe, c'est toute une année, c'est pas uniquement l'octobre. En fait, c'est un programme national de dépistage du cancer du sein et du col utérin qui est donc instauré par le ministère de la Santé. Donc, ça se célèbre, on va dire, et ça se pratique toute l'année. Mais l'Octobre Rose, c'est le rendez-vous, on va dire, habituel. Et c'est un rendez-vous, en fait, c'est la différence
différence, c'est que c'est les professionnels de santé qui vont vers la femme et qui vont sensibiliser et recruter un maximum de femmes pour, dans le cas de dépistage précoce. Très bien, alors quels sont les partenariats clés établis par cette campagne? Alors, il y a eu certainement des partenariats de la DSP avec... justement, l'événement d'hier était marqué par la présence par la participation déjà de tous les établissements de santé, aussi par le partenaire social, c'est-à-dire toutes les associations actives dans le domaine du cancer. Dans le domaine du cancer, il y a eu aussi la participation de la société civile. Une première aussi, on a noté la participation du Croissant-Rouge qui va participer à cet événement. Voilà, donc tout le monde était là, tout le monde était engagé. Présent. Voilà, présent et pour but de réussir, Inch'Allah, cet événement. Cet événement, très bien. Alors, comment les entreprises et la communauté, justement, locale peuvent-elles s'impliquer dans cette campagne? De quelle façon on peut aider cette campagne? Voilà, donc d'ailleurs, pendant l'ouverture de l'événement d'ouverture officielle d'hier, il y a eu aussi la participation des entreprises, des institutions nationales comme la CNAS et plusieurs autres institutions qui se sont qui s'intéressent toujours d'ailleurs pour ce dépistage au profit de leurs employés de genre féminine. Donc au programme, on a c'est-à-dire au programme il y a des institutions qui sont programmées durant le mois aussi. On doit leur faire visite pour dépister leurs employés agentes féminines. Très bien, alors sensibiliser contre le cancer du sein. Et là, je m'adresse à vous, professeur Chefi, le professionnel, bien sûr. Donc, vous en avez vu des cas quand même dans toute votre carrière concernant justement, on va dire, cette maladie qui se propage rapidement déjà, non seulement ça, mais qui est très sournoise, où la femme, elle se rencontre généralement vers un état très avancé. Donc, de quelle façon, c'est-à-dire quels sont les symptômes justement très vus, on va dire, par les professionnels? Okay. Alors, on peut dire qu'il y a déjà, grosso modo, 3 types de personnes. Il y a des personnes qui n'en sachent rien, donc elles ne le savent pas, et c'est vrai qu'elles attendent des complications pour qu'elles puissent savoir à ce moment-là qu'il faut aller voir chez le médecin, il doit y avoir quelque chose au niveau du sein. Il y a d'autres qui ont découvert la petite masse, la petite boule au niveau du sein, elles se doutent que c'est plus ou moins méchant, mais qui ont peur de la suite, c'est-à-dire elles ont peur que le médecin leur dise il s'agit effectivement d'un cancer et voilà, on va commencer la thérapie, etc. Et les femmes ont horreur de la chimiothérapie parce elle est responsable de chute des cheveux. Pas plus que ça, c'est-à-dire qu'on va revenir, à une histoire d'esthétique. Surtout à cause de la chute des cheveux. Oui, elle déteste ça. Et le premier truc qu'elle vous dit, je peux enlever, mais est-ce que je peux ne pas faire la chimio? Donc ça, c'est un peu, elle fait partie du traitement. C'est délicat. Oui, et la troisième chose, il y a celles qui n'ont pas envie de savoir. Et donc, elles le laissent évoluer comme c'est. Et dans les 3, il y avait un manque d'information. Parce que, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, en fait, plus il est diagnostiqué tôt, précocement, plus le traitement est curatif, plus il devient une maladie chronique. Très simple. Les gens vivent maintenant. Il y a des gens qui ont plein de cancers et les gens vivent absolument. J'ai vu des femmes, les hommes vont m'excuser, mais j'ai vu des femmes qui ont été présentées, ramenées par le mari. Le mari en décédé et elles sont toujours vivantes et elles sont très bien. On est en train encore de les suivre et ça marche très bien. Donc c'est effectivement une maladie qui peut devenir absolument curable, mais il y a une condition, et la condition, c'est qu'il faut absolument diagnostiquer précocement. Et des fois, professeur Chefi, il y a des femmes qui n'ont pas uniquement peur de la chute de cheveux, mais aussi de l'ablation, justement, d'un sein. Alors, pour elles, c'est une partie de sa féminité qui disparaît. Très juste. Très juste. Vous me donnez l'occasion de raconter l'histoire On nous avait un jour adressé une femme du sud du pays, donc je vais dire c'est Béchar, une femme qui était psychiatrique, elle était donc presque une démence, elle est venue d'un hôpital de psychiatrie.
Ah ben c'est ça. Oui. Et donc, dans le programme, il fallait quand même qu'on lui explique, comme tout le monde, qu'on allait enlever le sein. Parce que c'était... Oui. Et donc, on a essayé d'expliquer. Elle a dit, jamais. Jamais mon sein. Je vous donne l'utérus, enlevez-le, mais jamais le sein. Ben voilà. C'est terrible. C'est terrible. Regardez, l'insuffisance, l'incapacité de réfléchir, mais en termes de ce que vous venez de dire maintenant, de féminité, elle a dit le sein, jamais je partirai avec mon sein. C'est juste pour vous dire que effectivement c'est quelque chose de très important. D'où est née cette histoire en 1985, donc aux États-Unis, et qui ont réfléchi un peu à l'histoire de... Et ils étaient comme nous, hein, les femmes aussi, ne voulaient pas, ne savaient pas, ne voulaient pas. Et donc c'est à peu près la même chose. Et ils sont partis sur l'histoire de vouloir informer les gens, sensibiliser. Donc c'est le terme que vous avez employé ce matin. Et en 1985, donc on appelait le... Ils ont dit national, on va enlever national, donc on va dire le Breast Cancer Awareness Month. Donc c'est le mois de dépistage, pas de dépistage, mais surtout d'information. Mais rapidement, il avait pris une petite tournure un peu commerciale. Et donc ils ont arrêté, et ça a été repris en France en 1994. Et je crois que j'ai été, avec toi justement, les premiers à avoir mis en Algérie l'histoire d'Octobre Rose, et ensuite ça a été repris un peu par tout le monde. Donc on est très ancien dans ce modèle, mais on est resté dans le cadre de la sensibilisation. Et Oran, elle pourrait peut-être vous le dire, il y a un truc très spécial, on avait organisé des centres de dépistage déjà depuis très longtemps, et donc ils travaillent toute l'année, pas uniquement le mois, sur le cancer du col, donc dépistage du cancer du col, et sur le cancer du sein. Et donc du coup, Oran, je crois, c'était la seule wilaya qui avait préparé, mis en place 8 postes de mammographe, donc pour le dépistage, d'échographe et de dépistage du cancer du col. Et ça, c'était donc bien préparé. La DSP a fait un travail extraordinaire. Justement, oui. Effectivement, la DSP, elle fait vraiment des journées de sensibilisation sur, on va dire, toute l'année et sur plusieurs pathologies, justement, qui nous touchent de près ou de loin, hein, d'ailleurs. Voilà. Hein. Alors, vous avez posé la question sur les symptômes. Moi, je dirais que très souvent, les gens ont peur quand la mère, la sœur a eu un cancer, etc. C'est vrai, mais c'est totalement faux. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le cancer un peu de suite ou héréditaire, il va entre 5 et 8% maximum. La moyenne est à 7%. Donc ça peut arriver à tout le monde. Non, 7% c'est un peu dans la branche héréditaire. Ça veut dire que nous avons 93% des femmes qui n'ont pas du tout d'hérédité. Et pourtant, c'est là où on va le retrouver. Donc, ce n'est pas la peine de faire peur et de se coller sur cette histoire d'hérédité. C'est bien peut-être d'y penser, de dire, voilà, moi j'ai une famille qui effectivement avec machin, c'est bien de le dire, de le retrouver. Là, peut-être que les gens ne le disent pas souvent, je vais peut-être le dire aujourd'hui, quand le parent et le père, c'est un peu plus grave. Ah. Oui, parce que les hommes ne représentent que 1% maximum de cancer du sein. Oui. On les oublie souvent dans Octobre Rose. Bien sûr, oui. Donc on va quand même le dire, mais ce qui est peut-être un peu plus important à dire, c'est que en termes d'hérédité, le risque relatif est plus important quand c'est le père que quand c'est la mère. Mais oui, les gens ne savent pas beaucoup. Mais quand c'est comme c'est pas fait, oui. Alors là, que là, on a eu beaucoup d'hommes. Et souvent, on oublie même de dire. C'est-à-dire quand la femme a eu, on dit, écoutez, ramenez vos filles, on va voir, etc. On fait des pistaches. Mais les hommes, les pauvres, on les traite, etc. Ils s'en vont, on leur dit plus rien. On oublie la descendance. Donc là, aujourd'hui, c'est une occasion qui m'est offerte pour dire attention. Justement, chez l'homme. Oui. Parce que, est-ce qu'ils suivent le même traitement? La même chose. Oui. C'est à peu près la même chose, mais parfois c'est un peu c'est plus grave chez eux. Ouais. Ah. Oui. Dans quel sens? Les hormones. Parce que c'est c'est différent. C'est un peu différent, donc ça pose quelque peu de problèmes, etc. Mais les hommes sont plus sérieux parce que ça se dépiste vite. Oui. Dès qu'ils voient la boule, ils sont là. Ils sont là. Ils ont peur. Mais la femme, non. Oui. Les femmes, elle prend du temps, elle réfléchit. Elle ne sait pas que le cancer, il va se propager rapidement, il va bien s'installer. Voilà. Et donc, c'est depuis les années 1950 que le coup de fouet est donné sur le cancer du sein. Avant, on ne le connaissait pas, ça ne marchait pas, on ne voyait pas beaucoup, c'était très bien, on était tranquille. Depuis les années 50, il y a eu beaucoup de choses qui sont apparues. Donc il y a eu des changements dans les habitudes alimentaires, beaucoup de choses qui ont changé. Mais c'est surtout les habitudes alimentaires, les habitudes thérapeutiques et les hormones qui ont fait qu'il y a eu un bouleversement extraordinaire dans les deux camps. Chez les hommes, c'est exactement la même chose.
Le cancer de la prostate est en train de suivre la même courbe, mais on ne le dit pas souvent non plus, on l'oublie. Mais chez les hommes, c'est exactement la même chose pour la prostate. C'est les mêmes procédés. Alors, pour revenir au cancer du sein, déjà, au départ, la femme peut le savoir. Pourquoi? Eh bien parce que le sein va être sollicité par les hormones durant assez longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va avoir les règles précoces, donc moins de 11-10 ans, et elle va les avoir pendant longtemps, et donc elles partiront après la cinquantaine. Donc le sein est vraiment sollicité tout le temps par les hormones, et donc la transformation cellulaire peut éventuellement poser problème. Alors avant, ça se faisait très très bien, c'est-à-dire que les cellules étaient capables de se nettoyer. Oui. Donc il y avait la mitochondrie, donc une petite cellule qui respire, qui fait très bien les choses. Elle fait l'élimination spontanée. Les cellules qui sont très mauvaises, quand on n'arrive pas à les faire, elles vont mourir toutes seules, ce qu'on appelle l'apoptose, donc la mort cellulaire, et ça marchait très bien. Actuellement, ça ne se fait plus. Et ça, c'est le deuxième problème. Pourquoi? Eh bien, parce que les habitudes alimentaires ont changé. Ont changé, effectivement. D'ailleurs, je ne voulais pas vous interrompre, c'est que je voulais beaucoup plus parler des habitudes alimentaires qui, eux, d'ailleurs, ils déteignent sur notre santé. Absolument. Parce qu'actuellement, il y a tout ce qui est, on va dire, pas naturel, pas bio, même les aliments, même les fruits et légumes qu'on dit qu'ils sont naturels, ils sont bio, ils ne sont pas bio déjà à la base. En plus de ça, maintenant, on y retrouve des fruits de saison alors qu'ils ne sont plus de saison. Donc, on les trouve sur les étalages, on les achète quand même, on les consomme quand même, mais ils n'ont pas les mêmes vitamines. Ils ne sont plus constitués de la même façon que quand il y a quand même une cinquantaine d'années ou là, un truc comme ça. Donc, moi, je pense que c'est beaucoup plus l'alimentation qui a changé, d'ailleurs, et qui a déteint sur la santé. Et d'ailleurs, le cancer du sein, on n'entendait pas beaucoup, hein. D'ailleurs, nos grands-mères, nos tantes, etc., elles ne connaissaient pas qu'est-ce que c'est que le cancer du sein, ni le cancer de l'utérus, ni rien du tout. Il n'y avait pas cette pathologie. Mais là, ça a vraiment changé. Parfaitement, vous avez parfaitement raison. Sauf que les fruits que vous avez cités, etc., c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Ça, c'est les pesticides. Ouais. Mais ils arrivent pratiquement en 4e position. Ah. Il y a plus dangereux que ça. Le plus dangereux, c'est quoi? C'est la farine. Eh ben, c'est le sucre et la farine blanche. Ah oui. Ah, oui, voilà, c'est ça. Donc, il suffit que la femme ajoute 1 kilo le sucre blanc de poids sur son corps pour que tout soit bouleversé. Il y a un verset coranique, tout fonctionne très très bien, mais il y a des règles. Donc c'est comme une voiture, il y a des pompes, machin, c'est bien réglé. D'ailleurs, les femmes actuellement, quand elles veulent faire des emplettes, elles veulent faire leurs courses, etc., c'est en voiture. On ne marche plus. Voilà. C'est ça le problème. Ça, c'est Vous êtes en train de sourire. Ça, c'est le 3e. Oui, alors, c'est donc tout un le mode de premier, vie, on va dire que le premier, c'est le sucre. Le deuxième, c'est la farine blanche. Ouais. Pourquoi la farine blanche? Eh bien, parce qu'il y a des conservateurs. Donc, tout se fait en farine blanche. Et il y a donc beaucoup de conservateurs. Vous savez, si vous laissez la farine quelque temps, elle va faire des moisissures. Effectivement, et donc, il faut mettre des produits pour que ces moisissures n'arrivent pas. Et les moisissures, c'est les champignons. Donc, on va mettre des substances antifongiques. Elles sont toutes extrêmement toxiques pour le corps humain. Extrêmement toxiques. Et on peut remplacer la farine blanche par la farine complète, bien sûr. C'est comme les mamans, nos grands-mamans. Ça se faisait comme ça. Il n'y avait pas tous ces problèmes-là. Et en plus, elles préparaient leur pain à la maison. Voilà. Et donc, et dans la troisième chose qui va venir, donc, il va y avoir des perturbateurs endocriniens dans nos vies d'habitude. Et les perturbateurs endocriniens, nous avons partout. Nous avons dans les shampoings, nous avons dans les savons, bien sûr. Plus un produit est raffiné, plus il est dangereux. C'est-à-dire que si vous venez, vous me dites, j'ai envie de prendre une douche, je veux tel savon, je vais vous dire non, il vaut mieux prendre le plus simple, pH neutre,
Effectivement. Là, je peux le dire sur le plateau, c'est par exemple le savon de Marseille. Oui, Le gros non, truc, oui, simple, c'est unique, ça pose pas de problème. D'ailleurs, on l'a à la Voilà, maison, voilà, oui. le savon avec lequel on lavait nos Ça, linges, bien nos sûr, mamans lavaient bien nos sûr, linges, bien etc. sûr. Donc, on revient d'ailleurs à tout ce qui est fabriqué bio, on va dire, parce que Oui. on revient aussi vers la beauté naturelle. Absolument. Au naturel, pardon. Donc, ce sont des produits au naturel qui sont fabriqués au naturel. Oui. Donc, on revient vers tout ce qui est au naturel, même les déodorants d'ailleurs. Et pas par hasard. C'est-à-dire qu'on nous a fait oublier nos bonnes habitudes Voilà, oui. pour les remplacer par des mauvaises qu'ils disaient normales et de civilisation. Et on entre est tout guillemets. content. Alors, je vais peut-être citer un exemple. Je avais parlé de shampoing tout à l'heure. Je vais vous dire le Rassoul. Le Rassoul, il Très avait bon deux pour les choses. cheveux, c'est très pour la peau aussi. Oui, la première activité, c'était qu'il nettoyait comme le savon. Mais la seconde, c'est que comme il rentre au niveau du cuir chevelu, il va permettre une argilothérapie. Effectivement. Elle est oui. connue maintenant, l'argilothérapie. Effectivement. Quand oui. quelqu'un Et pose ça un coûte problème, cher d'ailleurs une bien séance sûr, c'est des petits d'argilothérapie. sachets d'argile. Ouais. Ben, on avance, c'est le Rassoul. C'est exactement la même chose. Il y a des couleurs, des marques, mais enfin, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que ce soit ça, parce que ça fait la même chose. C'est comme quand vous prenez de l'eau dans une bouteille, de l'eau dans une petite là, eh ben, c'est différent parce qu'une est Et minéralisée. le goût qui change. Bien sûr, elle C'est est le goût minéralisée carrément. L'autre ne l'est pas. Donc il y a des habitudes qu'on oublie comme ça. Donc troisième, et au niveau du quatrième, c'est la vitamine D. Ah oui, et pourtant, nous sommes dans un pays très chaud. Très ensoleillé. J'ai pas compris. Malheureusement. On a toujours un manque de vitamine D. Moi, j'ai pas compris pourquoi. Et ça, c'est peut-être le conseil que je donnerai à tous mes confrères médecins, sages-femmes et tout le personnel, même vous, parce que ça se vend pratiquement gratos. Ça Oui, coûte oui. pas cher, heureusement, dans notre pays. Oui, c'est ce pays qui effectivement. l'a fait pas cher, elle est très Dans bien. les 140 dinars, je crois. 120 Ou 120 120, un truc comme ça, oui. oui. Voilà, c'est En bon, plus, ça. c'est une boîte avec 2 ampoules. 200 000, vous prenez un Exactement. truc pour un mois, etc. Ça marche très bien. Alors, pourquoi est-ce que c'est dangereux? Eh bien, parce qu'elle rentre dans tous les cadres des pathologies. Dès qu'elle manque, on peut avoir toutes les pathologies imaginables. Alors ça, c'est que je vais le dire même à nos chers amis téléspectateurs que j'ai eu ce problème justement. C'est un manque de vitamines. D'ailleurs, le manque de vitamine D, le manque de sélénium, le manque de magnésium, Oui. le manque d'oméga 3, Oui. le manque... Et là, c'est que après, on est obligé de se référer aux aliments, aux compléments alimentaires, et puis c'est pas bon. Oui. Il vaut Absolument. mieux avoir la vitamine D par le soleil directement plutôt que... La quantité est difficile à avoir. Effectivement. Oui. C'est le rattrapage. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on est entre 8 et 35-40, ça marche, c'est un peu ce qu'il faut, mais on est un peu au niveau, parce que ce qu'on donne, nous, en thérapie, on est au-delà de 50 ans. On est donc dans une zone thérapeutique pour éviter toutes les cellules et les dégénérances cellulaires. Mais moins de 8, on est dans la dépression. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une petite jeune fille de 15 ans qui est très bien, qui va à l'école. Quand sa vitamine baisse, quand elle va au-delà de 4, elle se jette par le balcon et personne n'a jamais compris pourquoi. Eh oui, c'est une dépression qui peut prendre toutes les formes. Donc, la vitamine, moi, je dirais à tout le monde de la prescrire pour tout le monde. Il n'y a pas de Effectivement, surdosage, il n'y a pas de risque, c'est rien du tout. Alors, je ne vois pas pourquoi on la donne et la haute autorité sanitaire suit un peu les nourrissons, puisqu'elle est dans le programme de développement, etc. Effectivement, oui. Et pour les adultes, c'est un peu abandonné. Donc, moi, je crois que tous les prescripteurs, tous ceux qui ont la possibilité de prescrire, devraient prescrire la vitamine D. Alors, s'ils ont peur, ils font le dosage. S'ils n'ont pas peur, bon, ils font cliniquement la dose qu'il faut. Et puis ensuite vient la marche. Donc on ne marche plus. Voilà. Ah bah oui, Et ça donc, c'est... voilà. Et donc du coup... Ça c'est un très très grand problème. Hein. Alors la marche, ce n'est pas un sport, c'est un médicament. Exactement. Alors, que tout le monde le sache, la marche, c'est un médicament, ce n'est pas un sport. C'est-à-dire que le médecin est en droit de mettre un marché. Il faut garer nos voitures, Voilà. il faut les laisser Voilà. dans le garage et puis... Voilà. Si moi, on je le pense que fait, c'est ça oui. marcherait bien. Si on ne le fait pas, je crois qu'on est foutu. D'accord? Déjà, on aura pas seulement des répercussions, on va dire, très néfastes sur notre corps, parce que, premièrement, on fatigue le corps, parce que le corps, il ne fait pas assez de mouvements, on va dire, pour qu'il puisse bien marcher. C'est tous nos organes, en fait, qui sont sédentaires. Quand on est sédentaire, ce n'est pas uniquement l'aspect physique. Hein. Très juste.
Très juste. Et la marche, pourquoi? Eh bien parce qu'elle permet non seulement d'activer tous les systèmes et toutes les enzymologies, etc., mais en plus, elle met toujours la personne en équilibre. C'est-à-dire, vous avez mangé, les quelques calories vont partir. C'est parce que si vous laissez aujourd'hui, demain, après-demain, vous êtes en surpoids. Dès qu'il y a un surpoids, il y a une perturbation du mécanisme donc de l'homéostasie du corps et donc ça peut poser problème. Et en cinquième va venir très probablement aussi l'utilisation des hormones un peu à tort et à travers comme on veut. Ça c'est un peu grave, je crois qu'il vaut mieux s'abstenir de prendre les hormones juste comme ça pour n'importe quoi, à tort et à travers. Bon, je crois qu'il vaut mieux rester tranquille, laisser ça pour la prescription médicale, laisser ça pour les gens qui savent le faire et donc c'est à eux de prendre la responsabilité. On n'est pas des médecins, hein. On n'a pas fait des études de médecine, on n'a pas les qualificatifs d'un médecin en fait. Voilà, c'est ça ce qui est un peu important. Et puis peut-être en sixième, je dirais le tabac. Ça aussi, il a fait modifier les choses. Le tabac est pour beaucoup dans l'accroissement du taux du cancer du col et du cancer du sein. On a longtemps parler pour le cancer du col, donc il augmente l'agressivité du virus qui va lui entraîner le cancer du col, mais on n'a pas suffisamment parlé de... Alors les gens me disent, quand on dit tabac chez la femme, les gens ne sont pas d'accord. Je suis désolé. Un, il y a beaucoup de femmes qui fument, et deux, c'est le tabagisme passif qui est très important. Ah oui, Et voilà, et donc il y a une lutte extraordinaire. Les personnes, ils ne savent pas, parce qu'ils ne savent pas que quand quelqu'un fume à côté de nous, c'est qu'on ingurge cette cigarette indirectement. Et c'est encore plus néfaste, on va dire, que de fumer carrément directement. Très juste. Et donc, comme je suis un peu dans le comité national de lutte anti-tabac, je vais me permettre d'expliquer un truc. Les gens aussi parlent du tabagisme passif, c'est-à-dire le fait qu'on attend le flux tertiaire ou secondaire. Mais il y a plus grave maintenant. Il y a l'ultra-passif, c'est quoi? C'est quand monsieur va avec ses copains dans quelque chose et qu'il reste pendant longtemps, qu'il peut fumer, ne pas fumer, qu'il ramène ça dans ses habits. Dans ses vêtements. Et il les met à la maison. Et donc là où il fume dans la voiture quand les enfants ne sont pas là, il se dit, voilà, j'ai tout fait, j'ai pas fumé à la maison, ça y est, c'est bon. Non, parce que quand ils seront là pour aller le matin à l'école, ils vont voir leur dose et ça, c'est du tabac concentré. Donc il va falloir faire très très attention, changer beaucoup d'habitudes, donc pour un petit peu améliorer notre quotidien en fait, notre quotidien de santé. Donc indirectement on a parlé du poids. Ben oui, et c'est très important justement, c'est très très important pour beaucoup de personnes d'ailleurs. Donc on a parlé un petit peu, on a fait un petit peu le tour de la sensibilisation, de la campagne de sensibilisation par la direction de la santé et de la population. Donc le démarrage c'était hier, le premier qui va s'étaler jusqu'au 30 octobre. Jusqu'au 30 octobre, même on peut y aller au-delà. Au-delà. Voilà, c'est un objectif à atteindre. Très bien. Et il y a aussi la campagne mobile de dépistage. C'est en plus des programmes déjà établis, il y a aussi la campagne mobile de dépistage. Et ça va commencer quand ? Ça commence, ça s'enchaîne, c'est-à-dire il y a eu l'ouverture hier, premier, et puis ça va s'enchaîner tout au long du mois. Certainement, on va vous accompagner lors de cette campagne qui se déplacera, on va dire, dans des endroits retirés un petit peu, qui n'ont pas beaucoup de renseignements sur cette maladie. Voilà. Exactement, en fait, c'est une caravane mobile qui est donc dotée de clinomobiles carrément, c'est des cliniques mobiles qui sont dotées de matériel de haute définition. Il y a des échographes sur place, il y a des colposcopes sur place, il y a un matériel pour réaliser le frottis cervico-utérin qui est destiné au dépistage du cancer du sein. Donc tout ça va se faire sur place. Il y a aussi donc un personnel médical et paramédical qualifié pour ça, des médecins généralistes, spécialistes aussi. On a des oncologues, des gynécologues, des radiologues qui vont nous accompagner pendant cette campagne. Il y a des sages-femmes, donc le rôle de la sage-femme est très très important dans cette sensibilisation. Oui.
Il y a aussi des psychologues, des assistants sociaux qui vont nous accompagner. Il y a des diététiciennes et conseillères en lactation. Pourquoi? On a parlé tout à l'heure des facteurs de risque exposants au cancer, mais il y a aussi des facteurs protecteurs du cancer du sein, qui sont donc la promotion de l'allaitement maternel, qui est un facteur protecteur du cancer chez la femme. Et il y a donc justement, parlant du mode de vie, donc on doit changer notre mode de vie par la promotion de la diététique et l'activité physique notamment. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Donc certainement, on vous aura pendant tout le long du mois d'octobre et certainement, le professeur Chefi reviendra pour nous parler exclusivement justement du cancer, de son évolution, comment l'arrêter, quelles sont les dernières techniques de traitement, on va dire, on va dire pour simplifier un petit peu pour les femmes, pour éviter il y a même des médicaments qui sont mis en place afin de ne pas perdre ses cheveux, etc. Donc, tout est là, tout est bien ficelé pour qu'on puisse accompagner justement ces femmes, que ce soit par les gynécologues, par les médecins traitants et surtout par la prise en charge psychologique de l'entourage, de la famille, on va dire du milieu du travail aussi. Donc, Rabbi Shafikum, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup, professeur Chefi, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je le rappelle que vous êtes professeur gynécologue. Bien sûr, merci à Dr Moukaran Benkenin Feiza, chef de service à la DSP. C'est toujours un plaisir. Merci à vous. C'est un plaisir partagé. Merci. On est là et par cette occasion, donc on invite toutes les femmes de se rapprocher à tous les centres de santé ou les stands de se faire dépister. Très bien. Voilà. Vous n'avez plus aucun argument de ne pas y aller. Hein. Donc, allons-y. Allons-y toutes, d'ailleurs. Voilà. Très bien. Alors, une pause, on va dire, musicale qui s'impose et on se retrouve juste après. Je vais essayer مراسم الجبين كيد عليك يا زمان وهيا 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 يا حسرة عليك وهران هذا زمان كي كنتي بلاد الفرسان والشيوخ بلادي وينك يا وهبي وينك يا بلاوي والصرقة والصبار يا حسرة عليك وهران هذا زمان كي كنتي لو كي وليتي هذه بلاد الفرسان وين شيوخ بلادي وينك يا وهبي وينك يا بلاوي والصرقة والصبار وهيا 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 مشاهيات يكري فن ومقامات مشي غير روح وقول حاجات مشي خمعة شيوخ مشات تاريخنا كبير من زمان وهبي هو
Alors, on va parler d'un domaine qui nous intéresse tous d'ailleurs et qui fait justement notre identité. C'est le domaine de l'architecture. Alors aujourd'hui, le mercredi 2 octobre, qui correspond avec la journée mondiale de l'architecture, on va en savoir un peu plus sur cette architecture qui fait notre identité avec M. Gilles Ali Tahraoui. Alors lui, il est architecte et bien sûr professeur d'architecture à c'est juste, hein, à l'USTO justement, à l'université Mohamed Boudiaf. Bonjour. Bonjour Imen. Ça va? Ça va très bien, merci. C'est toujours un plaisir hein, de parler, on va dire, d'architecture. Quoique c'est mon domaine, j'aime bien ce domaine. Oui, c'est toujours aussi un plaisir d'être invité. Donc, il faut dire que Canal Algérie, station d'Oran, c'est une des tribunes qui nous ouvre les portes un petit peu pour communiquer sur l'architecture et sur aussi nos activités, ce que nous faisons. Justement, oui. Juste pour la précision, parce que les universitaires sont frileux par rapport à ça, quand vous dites professeur, je précise que je n'ai pas le grade de professeur, je ne l'ai pas encore. Non, je veux dire enseignant. Enseignant, oui, voilà. Enseignant. Dans ce sens, voilà, c'est une précision qui est faite pour lever tout équivoque. Très bien. Alors cette année, justement, alors le thème de cette journée mondiale, c'est donner à la prochaine génération les moyens de participer à la conception urbaine. Alors, tel est le thème de la Journée mondiale de l'architecture de 2024. Alors, que pensez-vous de on va dire, de ce thème-là? Oui, c'est vraiment très pertinent par rapport donc le choix du thème, et c'est un peu la tendance dans les pays développés. On essaye maintenant de faire participer de plus en plus la population, c'est-à-dire les habitants, les décideurs, les gestionnaires, les responsables. Donc il y a une concertation qui se fait à la base de tout projet. Ça c'est fait dans les pays, dans les pays qu'on va dire avancés, où la pratique démocratique du développement est ancrée et elle commence à se placer. C'est pas encore gagné, hein, mais ça se place de manière graduelle. Par contre, il y a beaucoup de pays qui notamment en Europe occidentale, qui font de ça juste une annonce. C'est juste une annonce, mais en réalité, il n'y a pas de concertation. La concertation, elle est formelle. Voilà. Et cette idée de la concertation, elle n'est pas venue de l'Europe. Les derniers temps, c'est pas l'Europe qui a le plus de mérite, l'Europe ou bien l'Amérique du Nord, qui a le plus de mérite par rapport à cette tendance de faire participer la population. C'est beaucoup, les dernières années, c'est beaucoup plus l'Amérique latine. Oui. Donc en Amérique latine, il y a tellement de problèmes de gestion urbaine que les penseurs, donc il y a beaucoup de recherches là-bas, ils sont très très avancés hein, dans le domaine de l'architecture et dans le domaine de la recherche sur l'urbain et sur l'architecture. Il y a tellement de problèmes dans le vivre ensemble dans l'espace. Et il y a des réflexions. L'une des orientations et la plus importante, c'est de dire qu'il faut à tout prix faire participer la population dans la conception, hein, dès le départ. C'est-à-dire, on discute du programme, on discute aussi des hauteurs. Vous voulez quel type de hauteur? Est-ce que vous voulez des tours? Voilà, c'est ça. C'est là où vraiment on fait participer la population. Très bien. Alors, et là, c'est que le thème, c'est donner à la prochaine génération les moyens de participer à la conception. Oui. Moi, je pense que là, il parle beaucoup plus des jeunes architectes. Pas que ça. Il parle, c'est inclus, donc c'est-à-dire c'est dans le cadre de la formation qu'il faut intégrer cette dimension, mais aussi, il y a une conscience qu'on ne peut pas tout faire tout de suite maintenant. Donc les choses se préparent. Donc on donne les moyens maintenant pour les générations à venir, c'est-à-dire qu'on prépare les générations pour faire des choses à l'avenir. Déjà, on discute. Il faut discuter des problèmes qui existent maintenant. Oui. Mais là aussi, il faut lever vraiment cette ambiguïté.
généralement, quand on pose un problème et on discute d'un problème, ce n'est pas qu'on est défaitiste ou bien on est critique par rapport à tel ou tel mode de gestion. Mais justement, c'est parce que nous aimons notre espace dans lequel nous vivons. Et pour nous, nous aimons notre pays, nous aimons notre ville. C'est pour ça que de temps en temps, on est obligé d'être critique par rapport à ce qui se fait. On est critique parce qu'on veut faire avancer les choses. Et le slogan de cette année pour la journée mondiale de l'architecture, moi je trouve qu'il a été bien réfléchi. De toutes les manières, exactement, voilà. De toutes les manières, c'est pas étonnant parce qu'il est préparé par les experts de l'Union internationale des architectes et aussi par les experts de l'UNESCO et les experts de l'ONU section Habitat. Donc, oui, parce que la journée de l'architecture, elle correspond aussi de la journée, à la journée de l'habitat, en fait. Absolument. Voilà. Oui, absolument. Donc ça va de pair, quoi. Oui, absolument. Donc, donc il y a une conjoncture d'intelligence, il y a une contingence d'intelligence qui fait que on dresse des slogans, mais qui sont réalistes. Ils ne sont pas utopistes. Ça, c'est ce type de programme qui vraiment attire les gens. Et on y adhère très facilement parce que nous avons un programme qui s'échelonne, donc de génération en génération. Voilà. Donc, et quelles sont les innovations en termes d'architecture ? Parce que quand même, l'architecture change déjà de siècle en siècle, de décennie en décennie, on va dire de pays en pays. C'est pas pareil, ce n'est pas la même architecture. Chaque pays s'identifie à une certaine architecture. L'Algérie, elle est très riche en architecture parce qu'elle a vu quand même le passage de plusieurs civilisations, de plusieurs, on va dire, de la France, l'Espagne, les Ottomans et ainsi de suite. Et j'en passe. Même les Portugais, ils ont séjourné en Algérie pendant 60 ans. Les Romains, voilà. Donc, et chaque colon, on va dire, si j'ose dire, chaque passage, voilà, de civilisation, elle laisse son empreinte. Cette trace. Donc, et là, l'Algérie est très très riche en ce qui concerne cette architecture. Absolument. Est-ce que cette architecture, cette ancienne architecture, va, on va dire, perdurer, ou alors il y a quand même un changement d'architecture propre à nous, on va dire. On a changé d'architecture et on l'a mise propre à nous. C'est architecture algérienne. Oui. Justement, c'est une question très pertinente. Et moi, je pense qu'il faut des journées d'études pour répondre à la question. Je vais essayer d'apporter... Hier, j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, mais on y trouve, d'ailleurs, quand on fait la visite d'Oran, on trouve les traces espagnoles, comme le Rose-Alcázar, comme la rampe de Madrid. Ensuite, comme Sid El-Houari, il est concentré, on va dire, et chargé d'histoire. Donc, on trouve l'Empire ottoman qui a laissé le palais du Bey, vous voyez. Absolument. Donc, il y a des mosquées aussi. Chaque mosquée s'identifie à une civilisation. Donc, il y a des églises aussi. Donc, et là, ça a changé vraiment. Oran est chargé d'architecture très différente, on va dire. Très diversifiée, justement. Diversifiée. Et aussi, ça révèle donc toute la richesse qu'on a héritée des siècles passés. Pour répondre un petit peu à la question, on va dire que l'identité architecturale, il y a des référents. Mais ce sont des référents qui ne sont pas statiques. C'est des référents qui évoluent avec le temps. Si on parle d'identité architecturale en Algérie dans les années au XXIe siècle, ce n'est pas les mêmes référents au XIXe ou bien au XVIIe siècle. Donc il y a une sorte d'évolution et par rapport à cette évolution, moi je souhaiterais qu'on souligne cette nécessité parce qu'il s'agit d'une nécessité d'abord de reconnaître le legs et l'héritage des civilisations passées, de ne pas les rejeter, de ne pas dire, parce qu'il y a cette tendance aussi chez nous malheureusement, de ne pas dire non, ça c'est fait par les Espagnols, donc c'est pas pour nous. Non, c'est fait par les Espagnols, mais c'est fait sur une terre algérienne. Effectivement. Donc nous devons nous l'approprier et nous devons lui donner l'usage
l'usage qu'il faut pour la société algérienne. L'identité algérienne. Absolument. Voilà. Par exemple, un fort comme le fort Santa Cruz, Cruz, ouais. il a été édifié par les Espagnols pour défendre leur conquête, qui était la ville d'Oran. C'était pour défendre cette partie du nord de l'Afrique. Mais nous, maintenant, ça y est, ça devient algérien, ça devient oranais. Donc nous devons réfléchir. D'ailleurs, c'est l'emblème. Absolument. C'est l'emblème d'Oran. Absolument. On ne va pas dire non, ça, c'est pas le nôtre, c'est espagnol. Non. Mais Exactement. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de débats pour dire et pour montrer que tout ce qui est fait sur le territoire algérien appartient à l'Algérie. À l'Algérie, effectivement. Nous avons des vestiges. Nous avons des vestiges de la civilisation numide. Est-ce que nous allons dire que non, ça nous ne reconnaissons pas, ce n'est pas pour nous? Non, c'est à nous. Voilà, absolument. Donc nous devons nous approprier ces richesses et les utiliser à bon escient. Regardez, par exemple, moi je suis vraiment très très content de reprendre l'exemple de la cathédrale. La cathédrale chez nous, qui s'est transformée en bibliothèque, en grande bibliothèque. Il y a un usage, et il y a aussi un usage souvent intelligent, osons le mot, parce que ça n'a pas fait. C'est vrai qu'au début, il y a eu quelques massacres au début, parce qu'il y a des objets donc, qui n'ont pas été préservés. Donc l'idée, c'était de préserver l'ensemble et de revoir l'aménagement peut-être, et de trouver l'utilisation qu'il faut. Une cathédrale, une bibliothèque, c'est culturel. Ce n'est pas très, très contradictoire avec le cultuel qu'il y avait avant. Il y a même les arènes. Absolument, les arènes. Les arènes. Encore un exemple qui est aujourd'hui utilisé. Effectivement, utilisé dans des buts, justement, dans un but culturel. D'ailleurs, on y trouve même des expositions, des événements qui se font dans les arènes. Absolument. Et pourtant, il y a une belle activité. Exactement. Il y a une belle activité là-bas. Et si vous permettez, je continue juste pour la cathédrale, parce qu'il y a un point important. L'exemple de la cathédrale, nous recevons donc à Oran, et aussi dans le cadre de l'activité de Medinati, beaucoup d'invités. Et parmi les invités, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent. Quand ils visitent la cathédrale, ils sont contents. Ils sont contents, pourquoi? Parce qu'ils disent, ah tiens, ce n'est pas massacré, et c'est utilisé à bon escient. Parce que même en Europe, même dans les pays chrétiens, on va dire, il y a beaucoup de cathédrales qui sont utilisées pour d'autres fonctions. D'autres fonctions, effectivement, oui. Donc, c'est soit des musées, soit des lieux de rencontre, voilà. Donc, c'est Medinati, d'ailleurs, vous avez évoqué dans le cadre de Medinati. Alors, voilà. Alors, parlez-nous un petit peu de cette revue exclusivement, on va dire, architecturale, on va dire. Donc, c'est un magazine, on va dire, très intéressant. D'ailleurs, c'est écrit la revue de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction. Oui. Donc, parlez-nous un petit peu de Medinati. Donc, Medinati, comme c'est écrit, donc, ça résume un petit peu notre façon de voir et notre manière de vouloir contribuer justement à l'enrichissement de cette culture architecturale, et pas que, et surtout, à la capitalisation des expériences intéressantes en Algérie. À Medinati, qui est dédié donc à l'architecture, vous allez par exemple retrouver des reportages avec des architectes algériens qui font des choses intéressantes. Et pour nous, dans la ligne éditoriale, nous lançons le défi de publier pour chaque numéro un architecte algérien. Parce que nous pensons et nous constatons aussi que les architectes algériens, ceux qui font du bon travail, ne sont pas médiatisés. Non. Voilà. Et ils ne sont pas connus non plus. Effectivement, alors que nous avons beaucoup d'architectes, donc jeunes et moins jeunes, qui font des choses, intéressantes. Le seul regret que nous avons, c'est que Medinati n'a pas les moyens pour publier de manière régulière et pour pouvoir contenir
toute cette jeune architecture qui se lance. Mais actuellement, Monsieur Tahraoui, Oui. il y a quand même les réseaux sociaux, il y a aussi la nouvelle technologie Absolument. on va dire, qui vous prête, on va dire, Absolument. main forte Oui, oui, oui. afin de vulgariser justement ce magazine. Oui, nous utilisons les réseaux sociaux, mais notre point fondamental, c'est-à-dire nous focalisons sur l'édition papier pour assurer une certaine pérennité. Ce n'est pas le moyen le plus facile, parce que l'édition en papier est onéreuse Voilà. et ça demande aussi du temps. Alors que nous sommes en train maintenant de lancer les deux versions, le print, donc le papier et le digital. Très bien. Et- Justement pour utiliser cette ouverture qui s'offre à nous, qui est le monde du digital. Et nous accueillons avec beaucoup de plaisir cette ouverture sur le paiement en ligne, Oui. parce que chez nous, il n'était pas vraiment très développé. Mais là, il s'est vraiment répandu. Là, hein. on commence à avoir une s'est répandu, oui. ouverture qui nous pousse à être optimistes sur la diffusion donc, de la revue et de Justement, nos le guide publications Oran, en ligne. Voilà. guide architectural. Et puis, il y a eu 3 auteurs justement de cette nouvelle version, dont Gilles Ali Tahraoui, architecte enseignant à l'USTO, Mohamed Amin Taïbi et aussi Omar Smaïn, architecte et graphiste. Oui. Donc, qu'avez-vous à nous dire justement ce Oran, guide architectural? D'abord, ça a été une belle aventure, cette publication. Et nous sommes très fiers d'avoir pu donc, la concrétiser. Et maintenant, le guide est demandé. Il est demandé dans les écoles, il est demandé par les touristes. Donc voilà, nous sommes fiers. Très bien. Et puis, ça a été aussi une aventure humaine parce que mon ami et collègue Amin Taïbi, qui est enseignant aussi avec moi, à l'USTO, qui est beaucoup plus jeune que moi, mais nous partageons beaucoup d'idées. La valeur n'attend point le nombre des années. Absolument, Voilà, absolument. donc. Et une fois, en discutant sur un guide qui a été laissé donc, sur des brochures en polycopier, laissé par d'anciens enseignants coopérants français des années 80, qui ont été mes enseignants. Donc on a discuté sur la brochure, on a dit, tiens, eux, ils ont fait ça dans les années 80, est-ce que nous, en 2020, on ne peut pas faire quelque chose de mieux? Et voilà, donc le projet... Et là, le projet a vu le jour. Avec il est très enrichi, la il est naissance augmenté. Et vous y trouvez beaucoup de références donc, sur les monuments et les espaces emblématiques de la ville d'Oran. Sur le guide, justement, il y a la partie descriptive, mais il y a aussi la partie alerte et sonnette d'alarme. C'est aussi notre rôle, c'est notre responsabilité. Oui. C'est parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de monuments qui maintenant souffrent de... Attendre un petit peu quand même la restauration et la Absolument. réhabilitation du vieux bâti. Absolument. C'est très important. Et Parce aussi que... la mise en valeur aussi. parce que- Exact. Et la conservation Oui. aussi. Regardez par exemple, tout à l'heure vous avez parlé, vous avez bien fait, des arènes d'Oran. Les arènes, il y a quelques années, c'était fermé, Oui. c'était squatté. Vraiment, on n'osait pas les faire visiter aux étudiants, on n'osait pas. Alors maintenant, quand c'est utilisé, Bien sûr, les gens, ils partent. avec une fonction, c'est-à-dire même la fonction, elle a été bien réfléchie. Donc on a intégré des artistes là-bas. On leur a loué à un prix symbolique. Voilà, Les exactement. pouvoirs publics ont eu cette solution Alors, intelligente. Et ils louent aux artistes. Donc il y a des stands d'artistes là-bas Effectivement. qui travaillent sur place et qui reçoivent les visiteurs. Et donc il y a une certaine ambiance qui est créée. Et puis il y a plein de guides qui sont compétents au niveau des arènes. Franchement, je sais que la majorité des Oranais n'ont pas fait la visite guidée des arènes. Non, certainement pas. Moi, je vous, Alors, juste une je vous toute- conseille de le faire et je vous bien. conseille, s'il vous plaît, de payer votre ticket parce que c'est Effectivement, rien, oui. c'est 3 fois rien Effectivement. et de oui. demander l'accompagnement d'un guide. Très bien. Vous allez être surpris. Moi-même, enseignant en architecture, la dernière fois, j'avais fait le tour avec un groupe. Donc,
et on était accompagné du guide, c'était tout simplement formidable. Eh ben, on arrive à la fin, c'est juste, vous allez me répondre à cette question par un oui ou par un non. Oui. Alors, est-ce qu'on peut intégrer le style Jean Nouvel en Algérie? Jean Nouvel, Oui. Jean Nouvel l'architecte. Oui. Bon, Je suis une fan de son style architectural. Hein. c'est une question assez complexe parce que Jean Nouvel a plusieurs projets. Justement. Personnellement, il y a certains projets Alors, qui me plaisent chez lui. Ce qui m'a plu d'ailleurs chez Jean Nouvel, alors je prends juste 1 ou 2 minutes s'il vous plaît, c'est que Jean Nouvel a intégré justement l'architecture moderne dans des pays justement qui n'ont rien à voir avec la modernité architecturale. Moi, Oui, je oui. parle du style architectural. tel Je que- vois ce que vous voulez dire. oui. Voilà, Les sur pays du Golfe. musée, Oui, oui. exactement, le Oui. musée de Abu Dhabi, Absolument, d'ailleurs, oui, qui oui. est on va dire, un joyau architectural magnifique, parce que c'est quand même très, très moderne, parce que lui, déjà, c'est une architecture très moderne. Oui. Donc, est-ce qu'on peut l'intégrer par un oui, par un non, parce que sinon, on va rentrer dans un autre débat. Oui, absolument. Bon, c'est à discuter, on va dire. Voilà. Je n'aime pas les réponses tranchées, Oui. mais c'est un sujet complexe pour lequel, c'est-à-dire, il faut du temps pour en discuter. J'ai mon avis là-dessus, Oui, oui, oui. mais ça va demander beaucoup de temps. Mais si vous permettez, je prends 2 secondes. Oui. Parce que nous fêtons la journée mondiale de l'architecture. Effectivement. Et vu l'actualité aujourd'hui, nous ne pouvons pas fêter l'architecture alors que nous avons une partie d'un grand territoire qui est démoli, qui subit... La Casbah? Non, non, moi je vais plus loin, je parle de Raza, où il y a oui. beaucoup de monuments qui ont été démolis C'est en dommage. une année. Il y a pratiquement 1000 mosquées, il y a plusieurs cathédrales, et il y a plusieurs centres d'habitation, les hôpitaux, les universités, et ça s'appelle, il y a un mot pour ça, ça s'appelle l'urbicide. À côté, pour les populations, on parle de génocide, mais pour tout ce qui est construit, on parle de urbicide. Urbicide, très bien. Et nous avons un urbicide qui est en cours, donc c'est juste pour dire à travers votre canal, et je vous en remercie, Merci de à dire vous. toute notre solidarité. On est tous, Voilà. Voilà. avec Gaza, de tout cœur avec justement avec nos frères de la Palestine. Donc on est là, on est de tout cœur avec vous. Wa Rabbi faraj, Inch'Allah. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Jilali Tahraoui, Merci. pour la journée internationale et mondiale Mondiale. de l'architecture et de l'habitat. Donc merci d'avoir intervenu. Le 5, c'est la journée arabe. Eh ben voilà, le sexe, c'est la journée arabe. Eh ben voilà, on l'annonce et on l'annonce ici même sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Eh bien, une petite pause musicale qui s'impose et on se retrouve juste après avec la beauté.
Eh bien, moi, je commence toujours par nos invités. Eh bien, comme on va parler de la beauté, puisque la journée mondiale de la beauté a été célébrée le dimanche, un petit peu en retard vu le grand événement, notre événement politique, on va dire, puisque c'était les élections présidentielles où on a réélu notre président, notre cher président Abdelmajid Tebboune, eh bien, pour un deuxième mandat où on lui souhaite un bon courage pour ses nouvelles missions. Et bien sûr, cette journée mondiale de la beauté, eh bien, on va en parler avec Madame Melika Sahraoui. Alors, elle est présidente de la Fédération nationale de la beauté, bureau d'Oran. Bonjour. Bonjour Madame Imen. Merci d'avoir pour votre accepté notre invitation. Merci pour votre invitation et je remercie la chaîne Canal Algérie de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci C'est à très vous gentil aussi. d'avoir accepté notre invitation. Vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné d'un monsieur. Ah bah oui, il n'y a pas mieux que les messieurs de parler de beauté, de la beauté de la femme. Eh bien, c'est monsieur Zawi Sami. Alors lui, il est conseiller du bureau de l'EGCA. Bonjour. Pardon? L'UGCA. Du GCA. Oui, exactement. Avec un U? Oui, Ben voilà, c'est avec l'Union, un- l'Union générale des Ah, commerçants et des l'union. artisans Ah, algériens. d'accord, Ouais. voilà. Exactement. Moi, je pensais que c'était, je sais pas. Non, Mais bon. en général, Je sais qu'il y avait On un va- truc on va de parler après. commerçants et artisans, mais j'ai pas compris Ouais, un petit ouais, peu. ouais. Mais là, on va comprendre quand même quelles sont les missions primaires justement de l'EGCA, Exactement. le bureau d'Oran. Le bureau d'Oran. Donc, je vous remercie pour votre invitation Merci à vous. initialement. Et je remercie la télévision algérienne pour nous avoir accueillis et nous avoir donné On est là ce pour vous genre accompagner. d'occasion pour éclaircir, pour Quelques points. propager quelques informations par rapport à nos activités. Exactement, c'est des activités qui rentrent dans un cadre sociétal, dans un cadre économique. Donc, je suis le conseiller du bureau d'Oran. C'est sûr que tout le monde va poser la question, elle est où la liaison entre les commerçants et les artisans et la journée de beauté? Moi, je dirais oui. Exactement. Il y a une liaison. Donc, madame. Voilà, cette liaison-là, c'est par rapport à la fédération de la beauté, les instituts de beauté et les coiffeuses. Justement, parce que quand on parle de beauté, Oui. donc systématiquement, on part vers tout ce qui est esthétique. Oui. Esthétique non chirurgicale et non, Tout à fait voilà, normal, ça n'a rien voilà. à voir, Ça n'a rien à c'est voir. juste le maquillage, le soin, etc. C'est la beauté. Donc, et la beauté, bien sûr, Exactement, avoir ouais, de ouais. beaux Des cheveux, cheveux, voilà, une en belle général. coloration, on va dire, qui maintient de beaux cheveux. Donc, moi, quand on me dit journée de la beauté, ce sont de belles femmes. Exactement. Tout simplement. Ouais, exact, tout Bon, simplement, voilà, ça, c'est oui. ça. C'est ça. C'est-à-dire, toute femme en Algérie, elle est belle. Mais là, nos retouches, ça leur donne un plus. Chacune sa beauté. Sa beauté. Mais Voilà. là, notre touche, ça donne encore plus. Exactement. Continue. Donc par rapport à l'UGCA, donc l'UGCA comme on le connaît tous, c'est une union qui remonte depuis la guerre d'indépendance algérienne. J'aimerais bien souligner un point très important, que même les coiffeurs et les coiffeuses ont participé à cette guerre. De leur façon, comme étant des artisans, comme étant des commerçants, soit avec leur aide financière directement, soit avec les grèves que faisait l'Algérie et le commerçant en général. Donc, c'est-à-dire, c'est une continuité de guerre. Si on n'est pas en train de batailler la colonialisation, on est en train de batailler pour avoir une meilleure Algérie. Effectivement. C'est exactement, donc Gézère Montassera en quelque sorte. Ben oui. Voilà, c'est ça. Alors, le rôle justement de l'UGCA dans cet événement. Le rôle de l'UGCA, donc, comme C'est un rôle a dit Madame, accompagnateur c'est un accompagnateur, c'est la fédération qui est sous l'égide de l'UGCA, Ah, très bien. qui a organisé la première édition. Et l'égide de la UCG. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Très bien. Exact. J'avais pas compris. Voilà, non, donc mais c'est ça et ce là, que c'est j'allais ça. dire. Exactement. Toujours le sous en tête Mais la et l'égide. fédération, c'est l'enfant Voilà, c'est ça. de l'UGCA. Mais nous, on l'a Ça y est. créé sous l'entête et l'égide de UCGA. De C'est l'UGCA. un Très bureau bien. union Donc, vous êtes générale. chapeauté par Voilà. l'UGCA. Très bien. Ben, c'est ça. hein. Ah ouais, oui. On est toujours chapeauté par des hommes, hein, finalement. Ben, on est protégés. on est va dire. protégés, en On est quelque sorte. protégés, oui. Beaucoup plus protégé, on est là pour Oui, aider la femme, parce protégé. que si on parle de l'entrepreneuriat
féminine en Algérie. Donc on remarque que l'Algérie, c'est parmi les pays qui ont en tête de cette liste des pays qui promouvoient l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat féminine. Si on parle du rôle de la femme algérienne, je reviens depuis la guerre d'indépendance. Elle avait un rôle crucial, c'était très apparent, très important. On ne peut pas parler de la guerre sans parler de la contribution de la femme de la algérienne. contribution, c'est une femme, une brave femme, la femme algérienne en quelque sorte. Donc si on parle de la guerre qu'on est en train de mener pour promouvoir notre économie algérienne, si on parle des startups, si on parle de l'entrepreneuriat, si on parle des activités, des artisantes, des expertes comme Madame Melika, soit en beauté, soit dans d'autres domaines qui existent. D'ailleurs, on était en train de parler là des femmes qui sont en train de lancer quelques industries dans la matière des produits de cosmétiques, de la beauté. Donc c'est important, ça fait vraiment plaisir. Très important. Si on remarque l'impact de la femme algérienne comme ministre, comme directrice, elle a occupé tous les postes. Exactement. On a même un quota في الجزائر. Elle est forte, hein, la femme algérienne. Bien sûr, Elle bosse. C'est une bosseuse. Exactement. Très bien. Alors, juste, je vous interromps un petit peu pour parler un petit peu de l'événement en lui-même. Oui, donc, parlez-nous un petit peu des grandes lignes de cet événement. Bon, déjà, le bureau il a été créé, ce bureau pour la Fédération de la beauté de la femme, les commerçants et les artisans. Sous le titre, déjà, on a parlé sous la tête et l'égide de M. Mouad, le coordinateur régional de UCGA. Alors, on a formé le bureau. Avant, il n'existait pas. Ça fait depuis le 3 janvier 2023 qu'on l'a créé. Alors, on a eu l'idée de chercher, de faire quand même de la beauté. La beauté, c'est international. Alors, on a trouvé la journée de la beauté. On était obligé de le faire. Tous les pays, ils fêtent justement la journée de la beauté. Et ça a été créé le 9 septembre 1995. Bon, et c'est pour la première fois qu'on l'a ramené ici sur Oran, en Algérie. C'était la première édition en Algérie sur Oran. Régional, c'est-à-dire. Alors, il y avait, quand moi je suis présidente de la fédération de ce bureau, j'ai ramené des gens avec moi. C'est des expertises qu'on avait dit. C'est la femme battante. Parmi eux, elles sont organisatrices avec moi. Et bon, on devait avoir des organisateurs aussi, mais c'est un début pour nous et on va avancer encore plus après. Alors pendant ça, il y avait des gens qui m'ont aidé sur ça. Ils sont dans le bureau avec moi. Alors c'était Madame Najib Elbia, comme Madame Ben Nasser Souad, comme comment dirais-je, comme Fahima Rahmani, comme il y avait aussi avec nous Selma Gelouli, il y avait aussi avec nous. On ne peut pas citer tout le monde. Hein. Voilà, parce qu'il y avait parce qu'il y a notre plateau après etc., qu'ils ont participé. Et quand même, ça a été un événement grandiose. On a reçu comme 250 personnes, 250 invités qui étaient des artistes, des esthéticiennes bien connus, des coiffeurs, coiffeuses bien connus, des musiciens, la musique classique, on a des comédiens, on n'a oublié personne. Tout à fait normal. Et puis en plus, on les a honorés et hommagés avec des trophées et des cadeaux et des attestations comme quoi ils ont participé. Plus on a fait un défilé de mode pour voir la beauté. La beauté, c'est le visage, c'est les cheveux et les habits en même temps. Les habits. Voilà. Et on a fait un concours aussi avec tout ce qui est make-up artiste. Il y a eu des concours, les gagnants avec des moyens, première médaille, deuxième médaille, troisième médaille. Et puis, ça a été la journée de la beauté internationale. Alors, juste une toute dernière question. Quel est le bus je ne sais pas pourquoi j'ai dit le bus. Le but, justement, de la tenue de cet événement. C'est-à-dire, là, le but de la fédération, c'est avoir des missions pour pouvoir assidier tout ce qui est les problèmes des esthéticiennes, des problèmes des coiffeuses, comment les diriger. Elles se forment, elles ne savent pas quoi faire. La mise à jour au niveau de la sécurité sociale, au niveau des cartes d'artisans, des registres commerce et tout ça. Parfois, ils sont perdus. La formation, et après, c'est le suivi.
C'est-à-dire, nous, déjà, on les suit. C'est-à-dire, il ne faut pas les laisser comme ça dans... C'est pour ça qu'on a créé ce bureau de la Fédération régionale d'Oran. Afin de chapeauter un UCGA. petit peu, afin de guider Les ces guider, femmes les orienter, qui, oui, les guider, les orienter et les booster encore à faire mieux. Et j'aimerais bien que ce soit un peu sélectionné parce que maintenant, c'est un art qu'il faut apprécier, qu'il faut savoir faire. Ah ben oui, un coiffeur, ou une coiffeuse, on va dire, c'est une artiste. Ah, c'est un art. C'est une artiste qui sculpte des cheveux, Voilà. qui s'occupe un petit peu du maintien de D'elle-même. cette chevelure. Voilà. Voilà, exactement. Donc ça, c'est la première édition de cet Voilà, événement. oui. Donc vous avez un petit peu rassemblé les acteurs de la beauté Voilà. qui étaient présents, y compris l'UGSA. De toutes les UCGA. façons, l'UGCA. J'aimerais bien rajouter le rôle de la fédération. Juste en une, deux phrases, parce oui, que là, sûr, on c'est sûr. arrive à la fin. Je voulais bien parler de la convention qu'on a avec la formation professionnelle. C'est-à-dire, on est en train d'offrir nos maîtres dans tous les domaines, c'est-à-dire pour la formation professionnelle, afin de pouvoir assurer la continuité de ce genre de métier, soit par rapport aux coiffeurs, soit par rapport à d'autres métiers qu'on fait, le plombier ou Justement, parce que vous Exactement. accompagnez tous les secteurs, en fait. On accompagne tous les commerçants et tous les artisans. Donc, on a fait des conventions avec le ministère de la formation professionnelle. Et on offre aussi, comme j'ai dit, des formateurs. Comme madame, c'est une formatrice des formateurs. Il y a plusieurs formateurs pour faire la continuité de ce genre de métier. Et afin de partager les expériences et former nos futurs jeunes artisans ou bien nos futurs jeunes commerçants. Eh bien, certainement, on aura besoin de vous dans d'autres interventions au Bonjour d'Algérie. Donc, certainement, on va vous appeler afin de parler justement du rôle que joue l'UGCA dans l'accompagnement justement de ces artisans. En général, on parle on va dire, tous les artisans et les commerçants aussi. Bah oui, Ouais, parce que là, c'est vraiment un autre sujet carrément très important et on va dire, il faut justement divulguer, il faut aussi vulgariser le domaine et l'UGCA. Voilà, exactement. Pour le bien de notre économie nationale. Voilà, très bien. Donc, merci d'Oran, parce qu'il y a... Oui, c'est le bureau d'Oran d'ailleurs, on l'a annoncé. Très bien, merci beaucoup madame, c'est très gentil d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avant de finir, j'aimerais bien remercier le bureau d'Oran, c'est sûr, par rapport à ce qu'il offre à toute l'économie algérienne, et monsieur Mouad, le coordinateur régional d'Oran, par rapport à ses efforts pour ouvrir. Eh bien, certainement, la prochaine fois, il va vous accompagner. Très bien, marhaba bik. Merci beaucoup. Alors, une très belle interprétation qui vous attend et on se retrouve juste après. رسول الله يا الماجد حال يبران قلب الموهان يفاقان رسول الله روعتي تهداني في جنك صاحب المعراج أمون اللواء والتاج روح المهاج رسول الله ما وجدت على جداد الفؤاد رسول الله يا بحر الوفاء لله جود بالعطفاء بلا خفاء رسول الله مرادي صفا بين العباد رسول الله هرب للحمى بالشوق ما رات قما ولا دماء
رسول الله شفع الأمة طيب المراد رسول الله جيت ليك غريب مالي في الحياة حبيب ثاني نحيب رسول الله ما نويت نخيب حل الديان رسول الله يا بحر وفاء الله جود بالعطفاء بلا خفاء رسول الله مرادي صفاء بين العباد رسول الله كن لي عمدا عند الهوال والشدة برادا رسول الله ما يلي سداي ومن عناي Très bien. Non, normal. Eh ben, moi, je commence toujours avec nos invités comme d'accoutume et j'ai cette, on va dire ce grand défaut. Mais je vais essayer quand même de le minimiser. Mais c'est toujours sympathique de recevoir nos invités sur le plateau et de commencer avec eux quand même et de parler avec eux. Donc, nous avons avec nous, eh bien, galanterie oblige, puisque je suis avec une jeune musicienne et chanteuse aussi. Elle est interprète de musique andalouse. Alors, Hadia Bendimred, et qui manie à merveille le oud. Bonjour. Bonjour Imen. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Très bien. Toute Merci jolie. pour l'invitation. Toute jolie. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec Monsieur Selim Mesli, chef d'orchestre, et bien sûr, le luth. Le luth et le violon. Et le violon. Ah ben voilà, ça va? Oui, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Très, très bien. Je vous remercie, Iman. C'est Alhamdoulilah. très gentil Et à notre... vous. Allez-y. C'est très gentil à vous de nous avoir invités. Ah ben, Et heureusement, c'est merci à vous, justement, d'avoir accepté mon invitation. c'est avec plaisir, toujours. Et bien sûr, notre artiste qui n'est plus à présenter, c'est Mohamed Habib Mansouri qui est là. Ça va? Ça va, merci. Vous allez bien? C'est toujours un plaisir. C'est réciproque. Très bien. Alors, parlez-nous un petit peu, juste un petit rappel sur l'association Nassim El-Andalous. Vous voulez parler de Nassim El-Andalous sur quel point? Alors, de quel... Sur Bon, les événements Je sais. auxquels Nassim El-Andalous a participé dernièrement. D'ailleurs, vous avez participé à un événement Oui. organisé par l'ONCI. L'ONCI, exactement. On remercie d'abord l'ONCI pour la soirée qu'ils nous ont organisée pour le Mouled Nabawi. Et c'était tout au début de la reprise de l'école Nassim El-Andalous, donc ça a été Voilà. un petit peu pris une course contre la montre pour préparer la soirée, et puis ça a été on ne regrette pas parce que ça a été une belle soirée quand même. Très bien. Alhamdoulilah. Alors, et quels sont les principaux objectifs, justement, et les missions de Nassim El-Andalous? Bon, la mission principale de l'association Nassim El-Andalous, c'est tout d'abord l'enseignement, la transmission du patrimoine. La formation. Et la formation, bien sûr. C'est la transmission du patrimoine pour qu'il ne gèle pas à cette époque et pour qu'il reste, qu'il pérennise dans le temps et qu'il soit toujours vivant, cette musique andalouse, qu'elle soit toujours vivante dans la culture algérienne. Puisqu'elle c'est une culture qui est partie prenante de l'identité algérienne. Effectivement, oui. Et c'est au moment justement où on a un petit peu senti que la musique andalouse était un petit peu timide par rapport à l'intérêt que portait la jeune génération. C'est on s'est dit, à un certain moment, on s'est dit que la musique andalouse commence à disparaître et ça nous faisait vraiment mal au cœur. Et là,
c'est toute une jeune génération qui reprend le flambeau et ce sont des soirées qui affichent complet justement lors de grands événements ou de petits événements. On n'attend que la musique andalouse, que les associations qui se succèdent justement de musique andalouse. Qu'avez-vous à nous dire sur ça, Mohamed El Habib Mansouri, en étant justement artiste? Tout à fait. Ce qu'on a remarqué ces derniers temps, enfin ces dernières années, c'est que ça ne se limite pas aux tout petits jeunes qui viennent pour adhérer à l'association. Nous avons, à notre grande surprise, beaucoup d'universitaires. Des gens qui sont quand même d'un certain âge et qui viennent apprendre. Et d'un certain niveau aussi. Et d'un certain niveau, oui, mais qui viennent apprendre. Donc on se retrouve parfois dans des classes où il y a des tout petits jeunes de 10 ans et des universitaires de 20 ans et plus. Et donc ça nous fait plaisir parce que, bon, du point de vue apprentissage, on va dire que les moins jeunes, enfin, ils sont beaucoup plus, ils apprennent beaucoup plus vite. Donc on essaye de faire quand même 2 classes différentes pour que ça avance très vite avec les universitaires, disons. Et les tout petits jeunes, on les met dans une autre classe avec un autre enseignant, etc. Avec un emploi du temps de combien d'heures par semaine? 4 heures par semaine. 4 heures par semaine. Maximum, oui. 2 séances par semaine. Très bien, donc justement, j'allais... Un point important, il y a même des femmes qui veulent jouer, qui veulent chanter. Elles préfèrent de ne pas aller à la maison, par exemple, de rester là-bas, d'apprendre. C'est une activité. Exactement, c'est une activité. Ça fait plaisir de voir des mamans qui veulent apprendre avec leurs enfants. Qui s'intéressent à cette musique ancestrale. Exactement, on a même des mamans qui sont inscrites à l'association Nessim Andalous avec leurs filles, leurs enfants. Oui, avec leurs enfants. Il y a c'est-à-dire qu'ils viennent apprendre en famille en quelque sorte. Hein. Ah bah oui, et vous avez commencé à apprendre, on va dire, la musique andalouse à quel âge? À l'âge de 9 ans. Ah, quand même, vous étiez très jeune. Oui, très jeune. Oui. Et vous avez commencé par le année primaire. Oui, plutôt première année primaire. Ah, très bien. Et vous avez commencé par le Non, j'ai fait une année de solfège et chorale. Ensuite, à partir de la 2e année, j'ai commencé à apprendre. Avec la guitare. Avec la guitare d'abord, puis le luth. Très bien. Parce que le processus d'apprentissage des instruments va de... Pour le luth, pour apprendre le luth, on commence par la guitare. Parce qu'ils ont les mêmes touches et les mêmes accords. Pour ce qui est du violon, pour passer au violon, on doit apprendre d'abord la mandoline. Par rapport aux touches des instruments, donc l'élève commence, celui qui veut apprendre le luth, il commence par la guitare. Et celui qui veut apprendre le violon, il commence par la mandoline. Ah, très bien. D'accord. Sauf qu'il y a une particularité pour la quitra qui est tout comme le luth, mais avec une quatrième corde au sol qui n'est pas accordée de la même manière que le luth, sauf la 4e corde. Hein. Et tout le reste est le même. Même pour la quitra et le luth, le principe est le même. Très bien, donc c'est un plaisir de recevoir cette association andalouse d'ailleurs et qui fait notre patrimoine, notre cher patrimoine et ça tombe bien justement votre invitation aujourd'hui, elle est très bien, elle est tombée à point nommé. Justement parce qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'architecture et de l'habitat, donc c'est à peu près de patrimoine en patrimoine, donc et les deux ils se sont réunis ici même au Bonjour d'Algérie. Donc ça, on arrive à la fin. Pardon. Ça c'est une vérité parce qu'on dit que la musique est l'une des 3 facettes de la civilisation pas arabo mais andalou. Musulmane. Très bien. Eh bien, on arrive à la fin de notre direct aujourd'hui de Bonjour d'Algérie. Donc, mais nous, on finit
en beauté et on finit en musique. Donc, on aimerait bien avoir une petite intervention musicale de Nassim El-Andalous. Donc, les 3 membres, on va dire, bien sûr minimes. On ne pouvait pas ramener toute l'équipe, donc et tout l'ensemble de la musique. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, Salim Mesli. C'est un plaisir. Je le rappelle que vous êtes chef d'orchestre. Mohamed El-Habib Mansouri, bien sûr, il n'est plus à présenter. Et bien sûr, la jeune Hadia Bentimred. Donc, eh bien, certainement, on vous aura dans d'autres occasions, Inch'Allah, et vous êtes les bienvenus. Et comme on vient de sortir du Maulid, Nabawi Sharif, on vous propose une poésie de Banat al-Najjar, Tala al-Badru Alina. Allez-y. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. À la semaine prochaine. Ciao. طلع البدر علينا من تليات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا أهلا وسهلا بك يا وجه السرور يا حبيبي يا محمد أنت نور فوق نور طلع البدر علينا طلع البدر علينا واختفت منه البدور مثل وجهك ما رأينا الضيا ونعم السرور يا حبيبي يا محمد أنت نور كل نور